Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite avant les élections générales du 24 juin. Bah non. Vous êtes en Libye là. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite avant les élections générales du 24 juin en Sierra Leone. L'opposant Samura Kamara est l'un des favoris sur les 13 candidats en lice à la présidentielle. Le candidat du Congrès de tout le peuple, APC, est confiant. Il se présente comme le plus apte à répondre aux défis de la croissance économique nationale. La tenue d'élections nationales est à portée de main en Libye, mais reste entravée par des divisions persistantes autour de la loi électorale. L'accord trouvé par la commission mixte 6+6 est une avancée dans la résolution de la crise libyenne, mais elle demeure insuffisante selon l'ONU. Détail à suivre dans cette édition. Et le Ghana accueille du 18 au 21 juin les 30e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Commerce intra-africain, industrialisation ou encore intégration continentale sont au cœur de cette rencontre. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Accra. Mais tout d'abord au Nigeria, le président Bola Tinubu poursuit sa stratégie de changement. Le chef de l'État a procédé à un remaniement de l'appareil sécuritaire le 19 juin en nommant 3 semaines après sa prestation de serment de nouveaux chefs de l'armée et de la sécurité. Le but, lutter contre la détérioration de la sécurité dans le pays. Rappelons que lors de son investiture, le président Bola Tinubu avait promis de faire de la sécurité sa priorité absolue, alors que le pays fait face à l'insurrection djihadiste depuis 14 ans dans le nord-ouest, à des violences communautaires dans le centre et à un mouvement séparatiste dans le sud-est. 3,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 24 juin en Sierra Leone dans le cadre des élections générales. 13 candidats tentent de briguer la magistrature suprême. Les derniers meetings se tiennent à l'instar de celui organisé à Freetown par le parti d'opposition APC, Congrès de tout le peuple. Son candidat Samura Kamara, favori au même titre que le président sortant et candidat Julius Maada Bio, assure être le plus apte à relever les défis de la croissance économique nationale. Alors comment et pourquoi? Élément de réponse avec Nathalie Mo. Un leadership économique au service de la paix, c'est cela que propose le All People's Congress APC, principale formation politique de l'opposition en campagne pour l'élection présidentielle du 24 juin 2023 en Sierra Leone. Dans la capitale Freetown, le 19 juin 2023, le parti APC a organisé un méga meeting rassemblant des milliers de partisans. Le relèvement économique de la Sierra Leone représente l'enjeu majeur du scrutin dans le pays ouest-africain où le taux d'inflation se situe à plus de 43%. Croyons en notre force et notre réussite pour bâtir un avenir meilleur. Nous pouvons y parvenir, redresser l'économie. Avec Samura Kamara, nous pouvons redresser l'économie. Les leaders du parti APC disent détenir la clé de la croissance économique du pays. Ils promettent de créer des emplois pour les jeunes et réduire le taux de pauvreté estimé à 60% en Sierra Leone. La formation d'opposition sierra-léonaise entend également s'attaquer au fléau endémique de la corruption, améliorer l'accès à l'éducation ainsi qu'aux soins de santé. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons l'opportunité de faire un seul choix, celui d'aspirer à un meilleur avenir. Nous devons construire une Sierra Leone plus forte. Le parti APC veut donner de l'espoir aux jeunes Sierra-Léonais dans un pays qui peine à se remettre de l'impact de l'épidémie d'Ebola de 2014 qui a causé plus de 4000 décès en un an et de la pandémie de Covid-19 marquée par une succession d'impositions et de levées de mesures de confinement. Les projections de la Banque mondiale indiquent un ralentissement de la croissance en Sierra Leone à 3,1% en 2023 contre 3,6% en 2022.
La situation politique de la Libye était de nouveau au cœur d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU le 19 juin, session qui intervient peu après l'accord trouvé par la commission mixte 6+6 qui regroupe des membres du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre des représentants. Malgré des avancées importantes, les divisions persistent autour de la loi électorale, une situation qui préoccupe les Nations Unies, comme nous l'explique Kamesh Katapoulé. L'impasse politique persiste en Libye. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce 19 juin, Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le pays, a dressé un tableau sombre. Le chef de la MANUL évoque un processus politique qui a une nouvelle fois atteint un état critique. Une crise qui perdure depuis le report des élections du 24 décembre 2021. Le processus politique en Libye a une fois de plus atteint un état critique. Permettez-moi de réitérer mes propos. Des élections réussies nécessitent non seulement un cadre juridique, mais aussi un accord politique qui garantit l'adhésion et l'inclusion de toutes les principales parties prenantes. Sans de tels compromis, les questions contestées risquent de plonger le processus électoral dans une impasse comme en 2021, ce qui a entraîné une instabilité. J'appelle donc les membres du Conseil à exercer une certaine pression sur les acteurs concernés et à utiliser votre influence collective et individuelle pour veiller à ce qu'ils fassent preuve de volonté politique. Une volonté requise pour mener le pays à des élections réussies. Si le Premier ministre sortant, Abdelhamid Beiba, avait affirmé que 2023 serait une année électorale pour la Libye, aucune nouvelle date n'a pour l'heure été avancée. La Haute Commission électorale avait un temps décidé de reporter l'élection présidentielle au 24 janvier 2022, mais l'échéance n'avait pu être respectée en raison de dissensions, notamment au sein du Parlement, des dissensions relatives à la loi électorale. Nous sommes convaincus qu'avec la bonne volonté nécessaire, nous pouvons surmonter ce cercle vicieux et nous pouvons commencer à construire un État stable. Mesdames et messieurs, les Libyens sont en colère, ils sont frustrés. Leur rêve relatif aux élections se dissipe pour la deuxième fois. Par conséquent, ne les abandonnez pas. En mai dernier, la commission mixte composée de membres du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants avait annoncé avoir trouvé un accord qui doit mener le pays sur la voie des élections. Une avancée jugée insuffisante pour Abdoulaye Bathily, qui estime que ce consensus ne permet pas, pour l'heure, de résoudre des points épineux, tels que les critères d'éligibilité à l'élection présidentielle. La communauté internationale se mobilise en faveur du Soudan. Une conférence de donateurs a été organisée le 19 juin à Genève pour récolter des fonds afin de soutenir la population soudanaise, première victime du conflit qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires depuis 2 mois. À l'issue de cette rencontre, la moitié de la somme espérée a été récoltée alors que la situation humanitaire ne cesse de se détériorer et qu'aucune sortie de crise ne se présente à l'horizon. Un sujet de la rédaction. 1,5 milliard de dollars, c'est la somme promise à Genève le 19 juin par la communauté internationale pour venir en aide au Soudan, théâtre d'un conflit opposant l'armée régulière du général Al-Bourhan aux forces de soutien rapide du général Hemeti. Cette conférence des donateurs était organisée au 2e jour d'un cessez-le-feu de 72 heures, devant permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans tout le pays, après une dizaine de trêves systématiquement violées. L'ampleur et la vitesse de la descente du Soudan vers la mort et la destruction sont sans précédent. Sans un soutien international solide, le Soudan pourrait rapidement devenir un foyer d'anarchie, semant l'insécurité dans toute la région. Des centaines de civils ont été tués et des milliers d'autres blessés, et ces chiffres augmentent de jour en jour. La situation au Darfour et à Khartoum est catastrophique. Les combats font rage avec des personnes attaquées chez elles et dans la rue. Bien que conséquents, les dons promis ne représentent que la moitié du total, dont les agences humanitaires estiment avoir besoin en 2023 pour venir en aide au Soudan. 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Depuis le 15 avril dernier, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Il s'agit d'une crise des droits humains et humanitaires qui se déroule à un rythme alarmant, à une échelle dévastatrice et avec une complexité jamais vue auparavant au Soudan.
Chaque jour, des enfants en subissent les terribles conséquences, avec plus de 13 millions de personnes à travers le pays qui ont un besoin urgent d'une aide humanitaire vitale, dont 5,6 millions au Darfour. Au moins 620 000 personnes souffriraient de malnutrition aiguë. Le conflit soudanais a fait plus de 2000 morts et près de 2,2 millions de déplacés et réfugiés en l'espace de 2 mois. L'ONU estime que cette crise nécessitera un soutien financier durable, alors que les médiations se multiplient, débouchant sur de courtes trêves, mais pas sur l'ouverture de négociations pour un plan de sortie de crise. Également dans l'actualité, un récent rapport des experts de l'ONU daté du 13 juin met en lumière les sources de financement des rebelles ADF actifs en Ouganda et en République démocratique du Congo. Sur base de documents, le groupe d'experts a réussi à démontrer pour la première fois que le soutien financier fourni aux ADF depuis au moins 2019 provient de l'État islamique. Un soutien financier rendu possible grâce à un système financier complexe impliquant plusieurs pays du continent, de la Somalie à l'Afrique du Sud, en passant par le Kenya, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, où les ADF ont établi leur base. Rappelons que le groupe islamiste est tenu pour responsable de l'attaque contre un lycée ougandais de Kampala, qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes dans la nuit du 16 au 17 juin. Les 30e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, ouverte depuis le 18 juin, se poursuivent jusqu'au 21 juin. Au Ghana, la deuxième journée de ces travaux a été marquée par une forte présence des chefs d'État africains ainsi que par la signature de plusieurs accords intra-africains. Le point avec notre envoyé spécial à Accra, Mildred Yamou. Après une première journée consacrée à l'accélération du commerce intra-africain et de l'intégration dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, les travaux des 30e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank se sont poursuivis ce 19 juin 2023 ici à Accra au Ghana. Pour cette deuxième journée marquée par la forte présence des chefs d'État africains, notamment Nana Akufo-Addo du Ghana, pays hôte, Emerson Mnangagwa du Zimbabwe, Lazarus Chakwera du Malawi, ainsi que l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo, premier ministre de la Barbade Mia Mottley et d'autres hauts représentants gouvernementaux. Les discussions ont porté entre autres sur le parcours d'Afreximbank en tant qu'institution financière de développement durant ces 3 décennies d'existence. Afreximbank n'est pas seulement une grande institution africaine engagée dans l'histoire, mais elle est aussi très engagée dans le développement de notre continent et des pays de la diaspora africaine. Les piliers des 6 plans stratégiques en cours de mise en œuvre, c'est-à-dire le commerce intra-africain et la mise en œuvre de la ZLECAf, ainsi que l'industrialisation et la diversification des exportations, en sont de parfaites illustrations. Les participants ont également élaboré des stratégies vers une vision unifiée pour la prospérité des Africains à travers la création des institutions financières continentales fortes et résilientes et le renforcement de la connectivité avec la diaspora africaine pour une prospérité partagée. Grâce à la vision des dirigeants africains qui ont fondé Afreximbank il y a 30 ans, la banque est restée financièrement solide au cours des 30 dernières années. Elle a déboursé plus de 100 milliards de dollars et chaque Africain doit être fier que la graine semée il y a 30 ans avec moins de 150 millions de dollars d'actifs totaux et un montant presque égal de capitaux propres se soit transformée en une institution avec environ 32 milliards de dollars d'actifs totaux et garantis. Has blossomed into an institution with about $32 billion in total assets and guarantees. Autre point fort de cette deuxième journée des assemblées annuelles d'Afreximbank, la signature de plusieurs accords de financement pour soutenir les entreprises africaines et augmenter les possibilités d'emploi. Mildred Yamou en direct d'Accra au Ghana pour Africa 24. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou est dans une forme olympique à 1 an de la 33e Olympiade qui se déroulera à Paris. L'athlète a signé le 15 juin le chrono le plus rapide de l'année sur 100 mètres féminins. C'était lors du meeting d'Oslo. Elle détient désormais les 3 meilleures performances africaines de l'histoire sur la distance. Son portrait est à découvrir avec José Douglas.
Née à Boisflé en 1988, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou ne cesse d'impressionner. Outre son titre de vice-championne du monde sur 100 et 200 mètres à Londres, en 2017, son palmarès s'enrichit d'année en année et depuis 2012, puis en 2014 avec une troisième place sur 100 mètres, l'argent sur 200 mètres, 22,87 et sur 4 fois 100 mètres, 43 secondes 99. En 2015, au championnat du monde de Pékin, elle réalise un record personnel sur 100 mètres en 11 secondes et 0,6 centièmes. Récemment, elle était au meeting de Paris où elle prend une troisième place sur le 200, précédée par 2 Américaines. Pas vraiment évident. Et ça fait quoi, 1-2 semaines que j'ai quitté les États-Unis. J'ai pas vraiment d'entraînement dans les jambes, mais bon, c'est mes premiers 200 mètres depuis 2-3 semaines. Donc je pense que ça va. La force elle est là, on va continuer de bosser. Je sais que le chrono va descendre cette année, donc du coup je suis pas vraiment inquiète. Je prends du plaisir à chaque course, donc voilà. Marie-Josée Talou a aussi laissé ses empreintes aux Jeux africains de 2015 à Brazzaville avec un doublé sur 100 mètres, 11 secondes 02. Nouveau record personnel, 200 mètres, 22 secondes 57 et obtient la troisième place au relais, 43 secondes et 98 centièmes. En 2016, à Calroux, en salle, record personnel sur 60 mètres, en 7 secondes et 12 centièmes. Puis en 2017, 2018, 2019, Marie-Josée Talou crève encore l'écran sur le 100, 200 et le relais. En 2019, lors des Jeux africains à Rabat, elle obtient la première place sur le 100 mètres. Au récent meeting de Paris, elle s'accroche aux côtés de l'américaine Abby Steiner, qui l'a coiffée d'un cheveu sur la ligne, et les 2 sprinteuses terminent avec un temps de 22 secondes 34 centièmes. Je pense qu'à chaque course, il faut se faire plaisir. Parce que quand on est stressé, quand on pense trop au chrono, quand on pense au résultat, ça ne vient pas. Donc il faut prendre chaque course comme un entraînement. Je pense que quand c'est comme ça, tu relaxes et tu performes mieux. Marie-Josée Talou trace son chemin sans faire du bruit, mais avec les Jeux Olympiques de 2024 en tête, qui seraient peut-être ses dernières grandes sorties sur les pistes. N'oubliez pas aussi la grande championne ivoirienne du sprint, Muriel Aoué, qui possède aussi un très beau palmarès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.